Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en lumière. Ciel plutôt nuageux aujourd'hui. Marchons. À l'heure où je vous parle, à Paris, vous avez les 3 marches qui ont été initiées dans un premier temps par le Rassemblement national en soutien à Marine Le Pen. Sauf que l'ultra-gauche n'est pas contente de voir des gens se rassembler pour soutenir Marine Le Pen. Parce que c'est vrai que, vu que maintenant on sait qu'en 2026, il va peut-être y avoir une décision qui risque de changer les choses, même si, soyons honnêtes, la loi est claire, donc à moins de réformer, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, pour changer un petit peu la donne, je ne vois pas comment cette décision de la Cour de cassation pourrait changer la décision de la justice. Donc, pas content. Et là, LFI a décidé d'organiser une contre-manifestation. Alors, je vous rassure, ils ne sont pas au même endroit. Sauf que là, LFI, c'est ça qui est très intéressant, parce que apparemment les socialistes et les communistes ont refusé de participer à cette manifestation. Quand vous savez qu'en 2027 ils vont vouloir jouer à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont se remettre tous en coalition, t'es mon ami, etc., alors que là ils sont en train de se pouiller entre eux. Et puis vous avez le rassemblement à la Cité du Cinéma de Renaissance pour glorifier Gabriel Attal comme potentiel candidat à la présidentielle de 2027. Ce qui, évidemment, on le sait, on le voit bien arriver comme le nez au milieu de la figure. Si Édouard Philippe, dans les sondages, ne fait pas l'unanimité, on va sans doute peut-être prendre l'option Gabriel Attal. Sauf que Gabriel Attal, aujourd'hui, il a des casseroles. Parce que c'est quand même le mec qui a incité à voter LFI dans certaines circonscriptions pour empêcher le Rassemblement national. Quand tu es un homme de conviction, tu fais pas ça. Tu dis plutôt aux gens, voilà, je donne pas de consigne de vote, je laisse chacun d'entre vous décider en votre âme et conscience. Mais je fais pas une consigne de vote. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir le nombre, c'est-à-dire le taux de participation pour chacune des 3 prestations. Marchons, même aux États-Unis. Alors aux États-Unis, hier, il y a eu des grandes manifestations dans les grandes métropoles américaines contre Donald Trump. Alors, déjà, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle dans ces marches. Alors, évidemment, les médias glorifient en disant « Regardez, ça y est, les Américains descendent dans la rue contre Trump. Oh, magnifique, super, c'est une révolution. » Non, c'est pas une révolution. Ce sont des fragiles du haut, majoritairement des urbains, des rentiers, des gens relativement aisés, des étudiants, des jeunes, en grande majorité très blancs, beaucoup trop blanc à mon goût, mais il y a très peu d'Américains qui font tourner le pays, c'est-à-dire les laborieux, le salarié, l'ouvrier, pour ne pas dire le gueux. Non, dans ces marches, vous ne voyez pas de gueux. Tout simplement parce que ceux qui ont marché dans ces villes aux États-Unis, comme je vous le dis, c'est cette Amérique progressiste qui a une détestation de Trump plus ou moins bien alimentée, mais surtout
gérée, organisée, galvanisée par un certain nombre d'associations, de groupes, de mouvements. Alors on les compte à peu près à 186, et qui évidemment sont toutes, sans exception, des organisations financées par la philanthropie progressiste démocrate. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les démocrates qui essayent de tenter de bordéliser le pays. Ce qui est quand même formidable, parce que quand Trump avait perdu les élections en 2020, à part évidemment ce qui s'est passé au Capitole, ou d'ailleurs aujourd'hui, ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que le narratif il a changé. Désormais, on ne parle plus de coup d'État, on parle de débordement, de dérapage, de prise du Capitole, mais on ne parle plus de coup d'État. Mais il n'y avait pas eu, à proprement parler, des manifs contre Biden, tout du moins de cette envergure. C'était plus des manifs de soutien à Trump, pour ses meetings par exemple, que des manifs pour bordéliser un petit peu le pays. Alors, j'entends bien que certains sur les réseaux sociaux commencent à dire « Oui, regardez, les marchés s'effondrent à cause de Donald Trump ». Ben non, en fait. La bourse Wall Street ne s'effondre pas à cause de Donald Trump. Oui, il y a des effets de réajustement qui sont en cours. On verra à la fin de la semaine prochaine, savoir comment les marchés vont réagir. Est-ce que ça va continuer à se péter la gueule? Et là, en effet, on va vers un krach boursier. Ou alors, ça va comme je vous le dis, ça va s'amortir, ça va s'absorber. Les marchés vont se réajuster. Tout simplement parce que oui, la politique économique de Donald Trump, surtout sur la politique extérieure, est très agressive. Les taux de douane imposés, c'est pas fait pour améliorer les choses. Là, on apprend par exemple que Jaguar va réduire la voilure sur les importations vers les États-Unis. Jaguar. Mais vous savez combien de voitures Jaguar vend par jour aux États-Unis? Une. Vous savez combien Toyota vend de voitures importées du Japon, pas les voitures qui sont construites aux États-Unis. Par jour, je crois 140. Donc si vous voulez, c'est comme si, par exemple, Ferrari disait oui, nous boycottons nos importations aux États-Unis. Eh oui, mais les Ferrari, t'en vends combien par jour aux États-Unis? Et inversement, j'entends des idées de boycott des produits américains en Europe. Mais excusez-moi, mais c'est quoi les produits américains en Europe? Parce que bon, il y a quand même un certain nombre de produits, des franchises américaines, qui sont fabriquées ailleurs qu'aux États-Unis. Soit c'est de l'importation qui vient de pays asiatiques, ou alors c'est fait en France. Puis même, vous avez des secteurs d'activité comme la restauration rapide, par exemple. Vous voulez boycotter les États-Unis? Boycottez les marques américaines. Boycottez Coca, boycottez McDonald's, Five Guys, Burger King, Netflix, Amazon. Ouais, mais en fait, non. Pourquoi? Parce que tu comprends que c'est tellement bien implanté maintenant dans les mœurs de consommation français que je vois pas comment vous pouvez boycotter ce genre de produit ou ce genre de service. Ça paraît compliqué. Parce que c'est pareil. Vous avez des produits américains, des produits sous marque américaine qui sont vendus en Europe, mais qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis, qui sont fabriqués en Chine, par exemple. Regardez les Apple. Quasiment pas de Apple fabriqué aux États-Unis. Tout est fabriqué en Chine. En Chine, en Thaïlande, en Inde. Et puis même, cette idée de boycott, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez des entreprises françaises qui payent des impôts français
qui font tourner le marché de l'emploi, vous avez boycotté ces entreprises-là. Coca-Cola, par exemple. Vous voulez boycotter Coca-Cola? Oui, mais le problème, c'est que vous boycottez des entreprises qui fabriquent le coca en France. Donc, c'est-à-dire vous mettez en péril des emplois. Puis bon, vous avez aussi cette hypocrisie. Là, vous avez, je ne sais plus quel député européen qui a commencé à balancer qu'il va falloir s'extirper des dépendances américaines. Pardon? Quoi? Quelle dépendance? C'est marrant, mais il y a encore quelques années, quand il y avait des gens qui disaient que de toute façon l'Union européenne c'est la vassale de Washington, que l'Union européenne est toujours le doigt sur la couture avec Washington. Non, c'est complotiste. Et puis là, aujourd'hui, que c'est Trump qui est à l'administration, c'est bizarre. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des influences américaines en Europe? Merde. Vous disiez pourtant que c'était complotiste de le penser. Non? Dans la précédente vidéo, c'est pareil, je vous avais dit, il faut attendre un an. Un an pour voir les conséquences de la politique économique de Donald Trump. Le fait est, c'est que je vous avais dit également dans ma précédente vidéo de nuit qu'il y a des rumeurs comme quoi Elon Musk et Trump, c'est plus trop le grand amour en ce moment. Et que Trump est en train d'essayer de retourner sa veste sur les relations économiques avec l'Europe. Bah oui, parce que les boycotts contre Tesla, pareil, ça commence à avoir un impact sur le plan financier. Donc cette semaine, oui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, cette semaine, il va falloir regarder un petit peu comment les marchés vont tourner. À partir de demain, lundi, comment les salles, les places de marché vont ouvrir. Est-ce qu'ils vont ouvrir à la baisse ou est-ce que ça va commencer à remonter? C'est une logique implacable. Parce que des moments où il y a eu des petits mouvements de panique, il y en a eu, hein, et on nous a fait le même scénario. Oh mon Dieu, putain, on est proche du krach boursier, attention. Rendez-vous compte, là, aux États-Unis, vous avez des retraités qui sont en train de perdre leur retraite, etc. Oui, puisque aux États-Unis, c'est majoritairement des retraites par capitalisation, hein, les fameux fonds de pension. Donc si les fonds de pension, les mecs, ils ont voulu croquer, mais sur des valeurs à risque, les valeurs à risque aujourd'hui, elles sont en train de se péter la gueule. Donc évidemment que oui, il y a des Américains qui s'inquiètent pour leur retraite. Mais dans ce cas-là, faut investir sur des valeurs sûres et pas des investissements à risque, ce que font quasiment tous les fonds de pension aujourd'hui, parce qu'ils veulent du gain, parce qu'ils veulent du rendement. Alors évidemment, il n'y a que les riches qui, eux, limiteront la casse, parce que eux, ils ont tout de suite compris qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais le petit Américain moyen qui a payé toute sa vie une assurance retraite, un fonds de pension, etc., puis on lui dit, non, désolé, hein, là, je ne peux plus vous payer puisque vous avez tout perdu. Comment ça, j'ai tout perdu? Oui, on a fait des mauvais investissements. Comme en 2008, hein. Le nombre d'Américains qui se sont retrouvés ruinés à cause de ce système. Ça devient compliqué, mais si vous avez l'art et la manière, la curiosité de lever le tapis pour voir la mer qui est en dessous, moi, je peux vous dire qu'aux États-Unis, là, il y a un marché sur lequel vous pouvez investir. Et là, vous pouvez être sûr d'être 100% gagnant. C'est tous les secteurs du survivalisme. Oui, vous savez, je vous avais déjà expliqué, les Américains,
C'est un peu comme les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Les Américains, c'est pareil. Ils ont parfois un petit peu peur de leur ombre. Donc dès qu'il y a des signes avant-coureurs de quelque chose qui est en train de se produire, tout de suite, c'est la panique. Vous savez, c'est comme quand la météo annonce qu'il va y avoir un typhon, un ouragan, ou un... vous voyez dans les supermarchés, tout le monde se rue sur l'eau, le PQ, les conserves, même pas les conserves, mais l'eau, le PQ, la bière, très important la bière. Donc parce que oui, les gens qui se sont lancés dans une idée d'autonomie, aujourd'hui c'est eux qui sont les gagnants, parce que eux demain ils peuvent se couper de la grille. Quand on dit couper de la grille, c'est-à-dire se couper du système, et ils restent autonomes. Ils sont autonomes en eau, ils sont autonomes en électricité. Après, connexion Internet, on peut dire ce qu'on veut, mais Starlink par exemple, vous avez votre antenne à vous, vous n'êtes pas dépendant d'un réseau. Enfin, vous êtes dépendant du réseau qui se trouve là-haut, mais un système Internet, quand vous avez une box, une Wi-Fi, un truc comme ça, sauf que le jour où il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien qui marche. Alors que si vous avez une autonomie électrique, votre Starlink, vous pouvez toujours la brancher, et ça marche. Ah ouais, non mais... Comme disait ma femme, elle est toujours surprise de voir que les Américains sont devenus tellement dépendants de la société de consommation que même aujourd'hui, les survivalistes, qui sont très développés aux États-Unis, parce que c'est des Américains qui tout d'un coup ont eu un moment de conscience de se dire « j'ai pas envie d'être dépendant du système, je veux être autonome quand je veux ». Ce qui n'est pas con d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'évidemment, derrière, c'est tout un business. Et je peux vous dire que le business du survivalisme aux États-Unis, c'est un énorme business. Et ça va l'être encore plus aujourd'hui. Parce que je rappelle que l'origine du survivalisme, c'est issu de la guerre froide, issu des peurs et des risques de se ramasser des bombes nucléaires sur le coin de la tronche. Le marché des bunkers individuels, par exemple. Oui, c'est un marché qui, depuis ces 20 dernières années, a repris de plus belle. Donc c'est vrai que avoir des bouteilles d'eau, avoir des conserves à l'abri, c'est pas une mauvaise idée. Parce que même le jour où vous n'avez plus d'électricité et puis que l'électricité ne revient pas au bout d'un, 2, 3 jours, vous êtes quand même bien content d'avoir de quoi vous éclairer, de quoi boire et de quoi vous nourrir. C'est pas con. Moi je sais que dans ma cave, c'est pas une cave, c'est un sous-sol. Dans mon sous-sol, j'ai des bouteilles d'eau. C'est des bouteilles que je remplis avec l'eau du robinet, qui est bonne, elle est consommable, elle est potable. Et j'ai des conserves. Alors, de temps en temps, je vérifie s'il y a des dates de péremption. Voilà. Même ma femme, elle a acheté un bouquin justement pour savoir si les conserves avec des dates de péremption, est-ce qu'on peut les garder bien au-delà. Ça dépend ce qu'il y a dedans. C'est sûr que si vous avez des conservateurs, etc., si c'est de la nourriture traitée, il y a des chances, oui, que ça... Parce que ça, malheureusement, aux États-Unis, c'est un problème. Pour conserver des aliments, puis vous savez qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas cultiver un potager sans être obligé d'acheter des semences officielles. Vous ne pouvez pas faire exporter des semences. Alors il y a bien un organisme qui s'appelle Cocopelli, je ne sais pas si vous le connaissez,
qui, en effet, peut vous procurer d'avoir des semences originales, etc. Mais ça reste limité. Et puis, dans certains États, c'est interdit. Vous pouvez les commander, vous pouvez les recevoir, mais vous n'avez pas le droit de les cultiver. Vous êtes obligé de cultiver uniquement des semences officielles, celles que vous trouvez sur le marché. Sauf que les semences officielles, quasiment tous les produits que vous achetez sont stérilisés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réutiliser, par exemple vous faites pousser des tomates ou des pommes, etc. Vous ne pouvez pas réutiliser les graines pour recultiver derrière. Elles sont stériles. Ah ben, business is business. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Que puis-je vous dire d'autre? Soyez attentifs à l'actualité, ça va très vite. Ça baratine énormément en ce moment, donc faites attention. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bougez épidémie.